Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Tarek Oraitem. Bonjour Maître, merci de venir sur le plateau de François. Vous êtes un des rares avocats qui a obtenu des décisions positives et on va en parler aujourd'hui. On vous a pas beaucoup vu dans les médias et je crois à ce titre que vous déplorez un petit peu le traitement médiatique de la crise. Pourquoi en fait contre ce traitement d'après vous ? Écoutez, je ne sais pas vraiment. En tout cas, ce qui est assez surprenant, effectivement, c'est que nous avons obtenu des résultats significatifs pour les soignants. Nous avons, moi et mon cabinet, été à la pointe de ce combat pour la réintégration des soignants non vaccinés. Et je constate que, effectivement, les grands médias ont fait venir beaucoup de mes confrères, avocats, des médecins, des hommes politiques qui ne connaissent pas vraiment grand-chose à ce domaine-là, ou en tout cas qui n'ont pas eu de résultats significatifs en la matière. Et je déplore le fait que je n'ai pas été, par exemple, qu'on m'ait pas proposé de débattre avec des porte-drapeaux de la non-réintégration des soignants. Il aurait été utile que je sois là et que je puisse éventuellement donner tous les conseils possibles aux soignants qui se trouvent dans cette situation, c'est-à-dire la suspension pour défaut de vaccination contre le Covid-19. Donc c'est surprenant et c'est assez déplorable à mon sens. Avant de donner des conseils, il y a une notion d'information. Donc, en fait, le rôle d'un média principal, c'est d'informer. Donc, en fait, ce que vous déplorez, c'est que les Français, les soignants, n'aient pas pu être dûment informés ? Oui, effectivement, parce que tout ça était nouveau, entièrement nouveau, y compris pour nous, avocats et juristes. Et je pense qu'il aurait été utile que les soignants soient informés de leurs droits. Qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire? Qu'est-ce qu'ils avaient le droit de ne pas faire? Au lieu de cela, on a eu des suspensions extrêmement brutales de personnel soignant au motif qu'il n'y avait pas de vaccination. Certains, sous la brutalité, un peu avec le couteau sous la gorge, si je puis dire, se sont vaccinés, et d'autres se sont retrouvés du jour au lendemain, sans traitement ni salaire, confinés chez eux, à devoir attendre que le gouvernement lève peut-être un jour cette question de vaccination des soignants. Donc voilà. Donc pour vous, spécialiste, on va dire, du droit du travail, de ce genre de droit... Alors, moi, à la base, justement, je ne suis absolument pas ni spécialiste en droit du travail, ni en droit administratif. Je suis pénaliste. J'ai débuté, lorsque la crise sanitaire a commencé, j'ai été saisi effectivement de la question des centres commerciaux. Et parce que certains de mes confrères ne réagissaient pas, notamment à l'imposition du pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux, j'ai, avec l'un de mes confrères, entamé des procédures. Et c'est comme ça que, par la suite, j'ai eu effectivement à connaître de la question des soignants et demander pour tous ceux que j'ai eu leur réintégration. On parlera des centres commerciaux et des soignants. Pour finir sur la partie de l'information, donc vous déplorez que les Français n'aient pas été dûment informés, on va dire, avec degré d'objectivité. Vous aussi déplorez qu'il n'y ait pas eu un débat sur les plateaux télévisés avec des contradicteurs qui auraient pu éclairer le consentement des individus et, on va dire, de manière générale, les Français. Tout à fait. Moi, je pense que les Français ont le droit à solliciter de la compétence vis-à-vis des personnes qu'ils voient dans les médias. Quand vous avez des avocats qui ne connaissent pas les dossiers pour lesquels ils vont s'exprimer, que vous avez des hommes politiques qui ne connaissent pas l'état du droit, pour lequel là aussi ils vont par la suite éventuellement voter des lois, je pense qu'il y a quand même une difficulté dans le traitement médiatique. Les Français ont le droit d'avoir quelqu'un de compétent pour pouvoir leur donner des informations sur l'état de la jurisprudence, l'état du droit, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et en l'occurrence, je constate effectivement que cela n'a pas été le cas depuis pratiquement la fin du mois d'août, le mois de septembre lorsqu'il y a eu les décisions de suspension, jusqu'à aujourd'hui. J'ai même certains soignants qui m'appellent en me disant que ils ont découvert effectivement que s'ils avaient été en congé ou en arrêt maladie, ils auraient pu continuer à bénéficier de leur versement de salaire ou traitement. C'est quand même hallucinant. Oui, c'est hallucinant et c'est hallucinant qu'on n'en parle pas dans les médias. Hier, il y avait discussion politique sanitaire à l'Assemblée nationale. Il y a un an, on avait à peu près la même chose. Le 12 juillet, il y avait le président Macron qui mettait en place l'obligation vaccinale, qui mettait en place ce pass sanitaire, qui a donné lieu à cette première action dans les centres commerciaux. Je crois que c'était en août 2021 que vous avez, premier combat que vous avez mené. On a l'impression qu'au bout d'un an, rien n'a changé ? Non, absolument pas.
Pour la question des centres commerciaux, effectivement, l'imposition du pass sanitaire, si nous n'avions rien fait, mais la situation aurait été encore pire que celle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que les seules victoires qui ont été obtenues, le seul combat qui a été mené contre la politique sanitaire, c'est moi qui l'ai fait, avec effectivement un autre de mes confrères de Versailles, puis d'autres confrères répartis un peu partout en France, qui ont pu par la suite se mettre dans ce sillage. Donc, vous pouvez rappeler juste la décision que vous avez obtenue, juste que ce soit clair pour tout le monde, puisque comme ça on donnera de l'information loyale. C'est très simple. Les décisions qu'on a obtenues sont les seules qui ont permis de faire reculer le gouvernement sur la question du pass sanitaire, donc pour les centres commerciaux, et également pour les soignants. Le reste, il y a eu effectivement des décisions concernant le port du masque dans les transports en commun, dans les écoles ou dans la rue, mais les décisions fondamentales, ça a été effectivement fin août, les attaques qu'on a menées contre les arrêtés préfectoraux qui imposaient le pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux. Si nous ne l'avions pas fait, les salariés des centres commerciaux auraient été contraints de présenter un pass sanitaire jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir travailler dans un centre commercial. Et par ailleurs, les riverains qui souhaitaient accéder à leurs centres commerciaux auraient été contraints encore une fois de présenter un pass sanitaire ou peut-être même un pass vaccinal pour aller acheter des pâtes, du riz et de l'eau dans un centre commercial. Ce qui est contraire, on va dire, à une liberté fondamentale. Bien évidemment, c'est une atteinte inadmissible aux libertés, notamment la liberté d'aller et venir. Quand il faut, effectivement, pour aller acheter des produits de première nécessité, eh bien, présenter son état de santé. Et si nous n'avions rien fait, si les avocats n'avaient rien fait, nous serions à ce jour dans cette situation-là. Voilà. J'ai entendu nombre de vos confrères dire que le droit avait été quelque part capturé ou été influencé énormément par le pouvoir. Donc ça veut dire qu'il est encore fonctionnel, là, puisque vous avez obtenu des décisions positives. Oui, alors surtout puisque le gouvernement finalement a retiré la question du pass sanitaire dans les centres commerciaux, mais par la suite le combat logique qui a suivi, ça a été la question de l'obligation vaccinale des soignants, parce qu'il s'agit d'une obligation vaccinale, que les choses soient parfaitement claires. C'est déguisé, enfin c'est une obligation vaccinale déguisée. Clair. Il faut se vacciner pour être soignant en France maintenant. C'est parfaitement non, mais là, clair. sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux, est-ce que c'est une obligation vaccinale ? Non, au début il s'agissait de présenter un pass sanitaire. Donc c'était soit un test PCR, un test PCR, soit une vaccination, mais Dieu seul sait comment les choses auraient évolué par la suite. Et qui est devenu de plus en plus contraignant, puisque à un moment les non vaccinés devaient présenter un pass de moins de 24 heures, c'est ça ? Exactement. Bon, tout ça, fort heureusement, grâce à ce que nous avons mené, et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais nous l'avons fait également avec d'autres de mes confrères. Heureusement, tout ça est aujourd'hui derrière nous. Mais donc un combat gagné, enfin un combat gagné. En revanche, pour les soignants, le combat continue parce que aujourd'hui, il y a deux grands secteurs. Il y a le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, c'est ce que dit la jurisprudence qui s'est stabilisée depuis un arrêt du Conseil d'État du 2 mars 2022, il faut être en congé ou en arrêt maladie pour ne pas être suspendu. C'est-à-dire que vous êtes en arrêt maladie ou en congé, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner, mais le soignant reste chez lui et perçoit ses traitements et salaires. Ce qui là aussi est quand même très surprenant, c'est que nous avons actuellement des soignants qui sont en arrêt et en congé et qui restent chez eux, qui ne peuvent pas travailler tout simplement parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais ils ont leur traitement. Ils peuvent vivre, ils peuvent survivre. Et le secteur privé, nous avons obtenu une décision fondamentale qui n'a été relayée pratiquement par aucun média, sauf quelques-uns et que je salue, pour lequel le Conseil de prud'homme de Paris a, il y a moins d'un mois, jugé en départage, c'est-à-dire par un juge professionnel, non pas par des conseillers prud'homaux, jugé par un juge professionnel, que lorsqu'un employeur suspend un salarié pour défaut de vaccination, il doit lui proposer un reclassement, c'est-à-dire qu'il doit lui proposer un autre poste. Et ça, c'est central parce que tous les salariés qui ont été suspendus pour des salariés soignants dans des cliniques et autres qui ont été suspendus pour défaut de vaccination, la plupart des suspensions ont été faites de façon la plus brutale qui soit. On leur a dit, vous n'êtes pas vacciné, vous dégagez. Et les employeurs n'ont jamais, pour la grande majorité, 95% d'entre eux, n'ont jamais proposé de reclassement. Quid du télétravail, quid de trouver un poste qui soit éloigné de la clinique, tout ça n'a jamais été envisagé. Bon, est-ce qu'on en a parlé une seule fois ? Jamais.
Donc c'est brutal pour des gens parce que déjà être soignant c'est une forme un métier à vocation. Bien sûr. Et quand on leur dit vous ne pouvez plus exercer votre métier, il y a ce côté brutal, c'est vexatoire aussi. Bien sûr. On nous explique que nous sommes face à une pandémie mondiale. Donc, qui dit pandémie dit que nous devons bénéficier de nos soignants encore plus qu'avant. Leur présence est requise encore plus qu'avant. Moi, j'ai des soignants qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience en la matière. Parmi ces soignants suspendus, il y a peut-être celui demain qui vous sauvera la vie ou qui apaisera vos souffrances et qui est actuellement chez lui à ne rien faire alors qu'on aurait besoin de cette expérience. On sait qu'actuellement, 120 postes actuellement d'urgence sont partiellement ou totalement fermés. On sait que les lits, beaucoup de lits, notamment à la PHP, c'est ce qu'avait dit Martin Hirsch, sont fermés. On a besoin de ces gens-là. On en a besoin. Il s'agit quand même de la santé des Français. Il s'agit de notre santé. Et le fait de se dire que ces personnes-là sont sur le banc de touche, chez eux, à se morfondre, ou pire que ça, certains d'entre eux ont même quitté, dégoûté d'ailleurs, le domaine des soins pour aller travailler dans des supermarchés, dans des boulangeries, dans des stations-service. Je me dis qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc d'essentiel, en mars 2020, ils sont devenus des parias, des personnes qu'on a mis sur le banc de touche. Mais exactement. Quand on sait que au plus fort de la pandémie, en tout cas quand au début tout cela était très flou, qu'on les a envoyés avec des sacs poubelles en guise de blouse, à peine de gel, pas de masque pour aller combattre la pandémie, qu'on les a applaudis comme des héros qu'ils sont d'ailleurs, hein, tous les soirs. Aujourd'hui, ils sont traités comme des pestiférés. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on chasse quelqu'un pour son état de santé, c'est qu'on traite quelqu'un comme un pestiféré. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Il faut que les gens ouvrent les yeux sur la situation de ces soignants. On ne parle pas de personnes qui ont commis des crimes ou des délits. On parle de gens qui soignent d'autres personnes. Et quand vous vous retrouvez donc devant le tribunal des prud'hommes à Paris, vous avez donc un magistrat en face de vous, un juge qui est là, et il est sensible au caractère brutal, vexatoire et à la rupture d'égalité qu'il y a eu dans la rupture de ce contrat de travail quelque part, puisque que ce soit en droit privé, en droit public, il y a une rupture du contrat de travail sans reclassement, et donc il est sensible à ça, et pour lui c'est facile de juger cette décision. Votre question est sur 2 points. C'est plus pernicieux que ça sur le premier point, c'est que c'est pas une rupture du contrat de travail, c'est une suspension. Une suspension, ça veut dire que pendant un temps indéfini, vous ne travaillez pas et vous ne touchez pas de salaire. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la suspension pourra durer, en fonction du bon vouloir du gouvernement, 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, on n'en sait rien. Inscrit dans la loi, dans l'ordonnance du 5... Voilà, la loi du 5 août 2021. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, donc c'est extrêmement pernicieux. Quant au ressenti du juge, moi je ne peux pas sonder les reins et les cœurs d'un magistrat naturellement, mais en tout état de cause, ce que je peux dire, c'est que oui, d'un point de vue juridique, le juge est sensible effectivement à la question d'un éventuel reclassement. Le but est quand même le maintien de l'emploi. C'est une chose extrêmement importante, c'est ce qu'il y a de plus socialisant, on va dire, de permettre aux gens de travailler et d'avoir une activité. Et donc, effectivement, le juge est sensible au maintien de l'emploi. Sauf que les employeurs, et on ne peut pas totalement leur jeter la pierre, ils sont entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on leur dit « vous suspendez les personnes qui ne sont pas vaccinées », et de l'autre, on leur dit « il faut préserver l'emploi ». Le gouvernement se défausse, et ça je l'ai dit depuis le début, dès le mois d'août, je l'ai déjà expliqué le mois d'août 2021, que le gouvernement allait se défausser sur les employeurs. Ça n'a pas manqué. On dit aux employeurs « débrouillez-vous, voilà, on vous donne une loi qui est extrêmement mal ficelée, à vous maintenant de voir comment vous vous débrouillez avec vos salariés, vous les suspendez pas, et puis ensuite c'est le conseil de prud'homme, comme d'habitude, la justice qui déterminera en bout de chaîne si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais en attendant, vous pouvez vous imaginer la casse que ça produit d'un point de vue social pour les personnes qui sont, elles, en train de subir ce genre de situation. C'est proprement, c'est inouï. C'est une situation qui est totalement inouïe. Voilà. Dans l'histoire des décisions en tant que pénaliste, en tant qu'avocat, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça arriver dans une profession où on empêche quelqu'un on le suspend? Écoutez, ça existe, mais dans des cas très précis que l'on connaît depuis de nombreuses années. Quand moi, ce contentieux m'est arrivé dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je constatais effectivement que c'était quelque chose d'assez singulier dans l'histoire.
d'empêcher des gens de travailler du fait de leur état de santé, c'est assez singulier. Et une telle quantité de personnes, ça l'est encore plus. Voilà. Donc nous, on a dû bâtir quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire permettre de trouver des solutions pour ces gens-là dans des situations qui étaient absolument, qui n'avaient jamais apparu, qui n'étaient jamais apparues en France ni dans la jurisprudence, et en remontant à des années en arrière. C'est quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Il y a quelques jours, ou même hier encore, on a vu le nouveau ministre de la Santé dire que la réintégration des soignants n'était pas à l'ordre du jour. Vous avez sauté de votre chaise quand vous avez entendu ça? Je vous avoue que je m'y attendais un peu. Je pense que c'est la logique, visiblement, du gouvernement de tenir jusqu'au bout. Je pense que nous allons poursuivre notre combat de notre côté, qui est un combat d'un côté, enfin, pour ce qui me concerne, juridique, et pour ce qui est de nos parlementaires politiques, mais on a, je pense, quitté depuis longtemps la question médicale pour arriver sur le terrain de la politique et du droit. Hein. Je pense que c'est surtout ce qui en est maintenant. Mais je pense que sur le long terme, la situation va rapidement devenir intenable. Quand on vous explique en fait que ce sont les soignants vaccinés qui refuseraient que leurs collègues non vaccinés viennent travailler, on marche sur la tête. Imaginez-vous l'état des hôpitaux en France, enfin en tout cas des hôpitaux en France à l'heure actuelle où on manque de personnel. Vous pensez que le personnel soignant qui travaille et qui est sur les rotules, en fait, refuserait que des collègues à eux viennent leur prêter main forte parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Ça n'a absolument aucun sens. Ou alors il faudrait trouver un fondement scientifique. Aujourd'hui, on sait que la vaccination n'empêche pas la contamination et la transmission. Ce qu'on sait, c'est très simple. Il n'y a rien de particulier à dire. C'est que la vaccination n'empêche pas effectivement de contracter la maladie et elle n'empêche pas de contaminer d'autres personnes. Ce qui est contraire à ce qui avait été annoncé par le président de la République le 10 juillet l'année dernière. Éventuellement, ça c'est possible, mais en tout état de cause, cela est parfaitement admis maintenant. Bon, donc la vaccination, effectivement, des personnels soignants reste, à mon sens, une question de conscience personnelle. Voilà, c'est tout, c'est une question de conscience personnelle. Et ça, on n'a pas à demander à un salarié ou un agent de la fonction publique de justifier de son état de santé, de son statut vaccinal. Dans ce cas-là, il faudrait demander également aussi tous les vaccins, et pourquoi uniquement celui du Covid-19, contre le Covid-19. Le ministre Bon dit que ça représente moins de 1%, on va dire, de la population des soignants. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Alors moi, je ne tiens pas à une comptabilité, je n'en sais rien, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, je ne sais pas s'il comptabilise uniquement les agents de la fonction publique, s'il comptabilise en même temps les salariés du privé qui travaillent dans les cliniques ou les cabinets médicaux, est-ce qu'il comptabilise juste les infirmiers et infirmières ou est-ce qu'il comptabilise également les médecins ? J'en sais rien. Donc, parce que quelque part, en mentionnant que c'est 1%, tout à l'heure vous venez de parler de la conscience individuelle ou du choix individuel, on a entendu le gouvernement dire qu'il fallait se vacciner dans l'intérêt collectif. Donc on reprend la masse pour essayer de passer par-dessus un choix individuel. Donc encore approximatif parce que vous ne connaissez pas l'origine de ce chiffre. Moi, je ne connais pas l'origine de ce chiffre. Je suis pas. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de soignants qui sont venus me contacter. Il y en a eu énormément pour ces problèmes-là. Mais l'origine de ce chiffre, je ne le connais pas. Et c'est un chiffre qui va être variable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si demain on envisage une 4e dose obligatoire pour les soignants, il est tout à fait probable que ce chiffre augmente encore. Donc c'est quelque chose qui sort, qui est assez évanescent et je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas d'où il vient. Et c'est bien sûr à l'exécutif de nous fournir l'origine des chiffres et de faire totale transparence sur cela, de manière à ce qu'on puisse juger en âme et conscience quelque part. Voilà, ça effectivement, mais ça c'est le rôle des politiques et moi encore une fois je suis avocat et mon objectif c'est l'application de la loi. Tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté de conscience et donc très souvent au niveau de la vaccination, il y a un consentement libre et éclairé. On a des soignants qui sont quelque part des sachants, qui sont plus proches de la maladie. Vous avez eu beaucoup de questions à ce sujet. Vous avez eu à traiter ce consentement libre et éclairé ? Pas vraiment. Moi, je me suis fait un point d'honneur de ne pas interroger mes clients sur leur statut vaccinal. Ça ne me regarde pas et je considère que ça ne devrait regarder personne. Je l'ai dit tout à l'heure. Secret médical. C'est le secret médical. Je ne sonde ni les reins et les cœurs de mes clients, ni les reins et les cœurs de qui que ce soit. Une personne vient me voir
Elle m'explique qu'elle a été suspendue et c'est la seule chose qui m'intéresse. Qu'elle ait une dose, 2 doses, 5 doses, que sais-je, ou qu'elle soit pour ou contre la vaccination, ça n'est pas mon problème. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'une personne qui dispose de sa liberté de conscience choisit ou non de se faire vacciner, et c'est ce qui est le plus respectable. Le reste ne me regarde pas. Certains avocats et d'autres personnes ont débattu sur l'objection de conscience. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une piste pour vous, pour les soignants, pour faire valoir leurs droits? Malheureusement, non, puisque, comme vous pouvez le constater, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les soignants qui ne rentrent pas dans leur rang, là encore, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, ne sont pas réintégrés. Il faut mettre en place une procédure judiciaire pour que cela puisse se faire. Donc, cette question comment dirais-je, d'objection de conscience, elle est louable, elle est noble, mais elle ne fonctionne pas dans les faits. En tout cas, elle ne se suffit pas elle-même pour permettre une réintégration. Il faut quand même pas oublier que derrière tout ça, il y a des questions purement et normalement financières et économiques. C'est comment boucler les fins de mois, comment se nourrir, comment survivre. Et je comprends que les soignants, certains soignants, bien évidemment, jettent l'éponge et se vaccinent parce que tout simplement, ils n'ont pas le choix. Et en tout cas, je salue le courage de ceux qui, jusqu'au bout, ont décidé de se battre contre tout simplement cet arbitraire en matière de vaccination. On est dans un pays qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est une question de dignité humaine pour vous, ce combat ? Oui, c'en est une, et c'est surtout une question de liberté fondamentale, je dirais. Voilà, c'est la base de la liberté et surtout les conséquences que cela engendre. Et je dois vous avouer que cette brutalité me surprend, et surtout parfois même la méchanceté dans certains commentaires qui peuvent en être faits vis-à-vis de ces soignants qui n'ont rien demandé à personne, mais qui sont traités comme des parias. Ça en dit long quand même sur un peu l'état de notre société en la matière. Une division dans la société avec une partie qui essaye d'imposer quelque chose à l'autre. C'est un peu ça, ouais, une sorte de tyrannie de la majorité, on va dire, vis-à-vis d'une minorité de gens qui n'a finalement rien demandé à personne. Parce que ce sont des gens qui sont totalement compétents, qui ne sont mus par aucune intention de nuire à qui que ce soit. Simplement, ils disent bon, moi, je voudrais faire valoir ma liberté de conscience. Je me suis fait vacciner une fois, je ne veux pas me faire vacciner 2 fois. Bon, par exemple. Et je trouve que on divise la société sur une question qui, en réalité, ne devrait concerner que l'individu, pris individuellement. Et pour revenir un petit peu à ce qui nous a amené à ce débat, le traitement médiatique de cette approche de ce qui divise la société est pour vous fait que d'un seul côté, quoi. Oui, et puis surtout, je trouve que on fait venir des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont obtenu aucune décision favorable et qui viennent nous expliquer que, bon, effectivement, il faudrait lever l'obligation vaccinale des soignants, mais derrière, il n'y a pas d'argument concret. Bon, alors que je pense qu'il faudrait donner la parole, et je ne parle pas nécessairement de moi, il y a plein d'autres avocats qui ont obtenu d'excellentes décisions en la matière. Je pense notamment à mon confrère à Versailles, avec qui nous avons fait lever le pass sanitaire dans les centres commerciaux. On n'a plus entendu parler de lui après. Maître Sibyl. Il a été invité au début, effectivement, tout comme moi, et après ça, alors qu'il aurait largement de quoi venir discuter de ces questions-là, mais très curieusement, on n'entend plus parler de lui. C'est très surprenant, très surprenant. Bon, c'est la période estivale, peut-être qu'il est en vacances. En fait, on va donner le bénéfice du doute à ces médias. On va dire ça comme ça. Ouais. Écoutez, Maître Correiten, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de François dans cet entretien essentiel. On a évoqué les succès que vous avez eus, le combat que vous avez mené pour cette dignité humaine, cette liberté fondamentale, que ce soit pour le pass sanitaire dans les centres commerciaux, la réintégration des soignants. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu sur le plateau de François, et je remercie tous les auditeurs de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission, et soutenez François. Merci beaucoup. Merci à vous.